12 mois de planification, 2 mois de démontage, et près d'1 million de dollars dépensés en diesel, en salaire, en réparation et en espoir. C'est ce que Rick Ness avait investi dans Valhalla avant que le terrain ne révèle enfin la vérité. Lorsque les dernières couches ont été décollées et que les bulldozers ont atteint le fond, aucune riche séquence de salaire n'attendait pour récompenser le pari. Au lieu de cela, il y avait un mur de réalité enfoui sous la coupure. 20 pièces d'argile dense posées directement sur le sol que Rick avait désespérément besoin d'atteindre. Pendant un long moment, il eut l'impression de voir une saison entière mourir devant lui. Valhalla était censé être la réponse, la réduction qui sauverait l'année et remettrait Ness Mining sur des bases stables. Au lieu de cela, après 60 jours de travail épuisant, le projet est devenu un monument de tout ce qui peut mal tourner dans l'exploitation aurifère. Rick manquait d'argent, de temps et d'endroits où se tourner. Le poids de tout cela augmentait depuis des semaines. Valhalla n'était pas simplement une autre coupure sur la carte. Il s'agissait de l'un des plus grands projets miniers que Rick ait jamais entrepris au Yukon. L'échelle à elle seule exigeait un engagement et chaque jour qui passait, il s'y investissait davantage. Il connaissait les risques. Il savait que si les chiffres ne se réunissaient pas exactement comme prévu, les conséquences pourraient être catastrophiques. Debout au-dessus de la fosse, Rick a admis que la pression devenait impossible à ignorer. Il ne s'agissait plus d'effectuer un bon nettoyage ou d'améliorer la production. L'avenir de l'ensemble de l'opération dépendait de la capacité de Valhalla à tenir ses promesses. En cas d'échec, la reprise ne serait pas facile. Il n'y aurait pas de fonds de réserve cachés pour le sauver. Il n'y aurait que la réalité qu'il avait mis presque tout ce qu'il avait dans un seul pari. La décision de développer Valhalla semblait logique à l'époque. Les données géologiques semblaient prometteuses. Les trous d'essai correspondaient à l'histoire que Rick voulait croire. Tout indique qu'il y avait du gravier précieux caché sous les morts terrains. Cela ressemblait au genre d'opportunité que les mineurs rêvent de trouver. Et Rick s'est pleinement engagé à la découvrir. Pendant 2 mois consécutifs, l'opération a été absorbée par le projet. Jour après jour, d'énormes bulldozers ont rampé à travers le paysage, arrachant des couches de terre restées intactes pendant des siècles. Le rugissement constant des moteurs est devenu un bruit de fond. L'équipage n'a plus remarqué le son parce qu'il ne s'est jamais vraiment arrêté. Les réservoirs de carburant se sont vidés et ont été remplis. Les machines nécessitaient un entretien. La masse salariale ne cessait de s'accumuler. Chaque jour était accompagné d'une autre facture. Rick a passé une grande partie de son temps à regarder depuis le bord de la fosse. Couche après couche, le sol a disparu. Vint d'abord la couche arable, puis la grosse boue, puis les graviers mélangés qui semblaient promettre qu'ils se rapprochaient. Chaque saut déplacé apportait un sentiment renouvelé d'anticipation. Chaque pied plus profond était comme un pas de plus vers la récompense dont il était convaincu qu'elle existait ci-dessous. Puis tout a changé. Lorsque les bulldozers ont finalement atteint le fond, le spectacle qui les attendait était dévastateur. Une couche massive d'argile bleu-gris d'une épaisseur de près de 20 pieds s'étendait à travers la tranchée. Il restait là comme une barrière entre Rick et l'or qu'il avait passé 2 mois à essayer d'atteindre. Plus il regardait en profondeur, plus la situation paraissait pire. Rick a examiné le terrain lui-même, refusant de se fier uniquement au rapport des opérateurs. Il descendit dans la fosse et traversa le sol. L'eau de fonte s'infiltrait à travers les coutures de l'argile, créant une surface glissante qui tirait sur ses bottes à chaque pas. Il a donné un coup de pied dans le matériau et a immédiatement reconnu le problème. Au lieu de se briser, l'argile a tenu bon presque comme du béton. Ce seul instant lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ce n'était pas le genre de matériau qu'une usine de lavage pouvait traiter efficacement. L'argile obstruerait les équipements, bloquerait les écluses et transformerait les journées minières productives en cauchemars de maintenance frustrants. Même s'il forçait d'une manière ou d'une autre le matériau à passer par l'usine, la récupération serait misérable. L'opération passerait plus de temps à nettoyer les équipements qu'à récupérer l'or. Rick a parcouru la fosse avec Bailey et ensemble ils ont commencé à calculer ce que signifiait réellement la découverte. 20 pièces d'argile ne semblent peut-être pas catastrophiques pour quelqu'un qui n'est pas familier avec l'exploitation minière, mais au Yukon, cela représentait des semaines de travail supplémentaires. Des semaines qui n'existaient tout simplement plus sur le calendrier. La saison s'écoulait déjà. Tous les mineurs du Yukon vivent sous le même délai. Une fois les températures glaciales revenues, le terrain commence à arrêter les opérations, qu'elles soient prêtes ou non.
Le temps est tout aussi précieux que l'or, et Rick s'est vite rendu compte qu'il avait déjà dépensé la majeure partie de ses réserves. L'enlèvement de l'argile est un défi totalement différent du décapage des morts-terrains. Les bulldozers peuvent écarter efficacement les matériaux meubles, mais l'argile nécessite un processus beaucoup plus coûteux. Les excavateurs doivent le creuser, les camions doivent le transporter. Chaque mètre cube doit être physiquement retiré et déplacé avant que l'exploitation minière puisse continuer. Les chiffres sont devenus presque immédiatement écrasants. Avec 20 pieds d'argile répartis sur une coupe de cette taille, Rick envisageait un projet qui pourrait consommer un tiers de la saison restante avant même d'atteindre le sol en dessous. Pire encore, personne ne savait ce qui se cachait dessous. Il n'y avait aucune garantie que le salaire justifierait l'effort. Il pouvait passer des semaines à enlever l'argile pour découvrir un sol médiocre qui les attendait en contrebas. Plus tard, Rick a parlé de la situation avec une platitude qui a révélé à quel point le revers l'avait frappé. L'optimisme qui entourait Valhalla quelques semaines plus tôt avait complètement disparu. Il a admis qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait sous l'argile. Ils avaient besoin de réponses rapides, mais la réalité devenait inévitable. La déception était encore plus profonde à cause de ce qui avait déjà été investi. Près de 2 mois de travail ont été consacrés au décapage de la coupure. L'équipage s'était pleinement engagé. Des équipements avaient été dédiés au projet. L'argent avait été dépensé dans l'espoir que le succès serait au rendez-vous. Puis, au moment précis où ils espéraient toucher leur récompense, ils ont été confrontés à la pire nouvelle possible. L'argile a tout changé. Rick a finalement pris la seule décision qu'il pouvait prendre. Debout au bord du gouffre, il acceptait ce que la saison lui disait. Valhalla devrait être abandonné. Il n'y avait tout simplement aucun moyen d'enlever autant d'argile avant l'arrivée de l'hiver. Continuer ne ferait qu'investir davantage d'argent dans un projet qui n'avait plus de sens. Lorsque Rick s'est retourné à son camion, il a pris la radio et a commencé à donner des ordres. L'équipage interromprait les opérations à Valhalla. L'équipement serait retiré de la coupe. Tout ce qui était exposé serait sécurisé avant que le temps ne change. Le projet était terminé, que cela plaise ou non. Le problème était qu'abandonner Valhalla ne créait pas comme par magie une autre opportunité. Rick n'avait pas de deuxième coupe entièrement préparée en réserve. Il n'avait pas d'autres projets majeurs prêts à le remplacer. Le filet de sécurité n'existait tout simplement pas. Au lieu de cela, ses pensées retournèrent à un endroit qu'il avait quitté 7 semaines plus tôt, Vallée de Las Vegas. Ironiquement, le terrain qu'il avait quitté pourrait désormais être la seule chose capable de sauver la saison. La raison était simple. Vegas Valley avait déjà fait ses preuves. L'année précédente, elle avait produit environ 2,4 millions de dollars d'or en seulement 3 semaines d'exploitation. Ces résultats n'étaient pas théoriques. Ils étaient réels. Le terrain avait déjà donné des résultats une fois, et cette histoire rendait impossible de l'ignorer. À la fin de la saison 2024, Rick avait bien l'intention d'y retourner. Il avait un plan. Il savait par où il voulait commencer. La coupe représentait l'une des opportunités les plus importantes de la propriété. C'était censé devenir la base de la saison prochaine. 7 semaines plus tôt, tout était parfaitement réglé. Bélier a amené la grande excavatrice pour commencer à élargir le sol de la tranchée. Les camions de roche étaient mis en scène et prêts. Les installations de lavage ont été préparées en amont. L'opération était positionnée pour un démarrage rapide et une poussée agressive sur un terrain éprouvé. Puis ils découvrirent le danger qui les surplombait. Une section massive de pergélisol en train de fondre se profilait au-dessus de l'entrée de la tranchée. Rick monta sur le banc supérieur pour l'inspecter personnellement. L'eau de fonte coulait sur le mur gelé. Des coutures sombres sont apparues là où la chaleur estivale avait commencé à affaiblir la structure. Toute la pente semblait instable. Des milliers de tonnes de terre, de roches et de glace gelées peuvent se détacher sans avertissement. Les équipements lourds peuvent être enterrés en quelques secondes. Les opérateurs peuvent être piégés avant d'avoir la moindre chance de s'échapper. L'histoire minière regorge d'histoires qui se sont terminées exactement de cette façon. La décision a frustré tout le monde car le fondement était prouvé. L'or était là. Pourtant, le danger ci-dessus rendait l'exploitation minière impossible. Rick a ordonné à Bailey de quitter la tranchée et a dit à l'équipage qu'ils avaient besoin d'une meilleure solution avant que quiconque ne travaille à nouveau sous ce surplomb. À l'époque, cela semblait être un bon pari. Bailey avait déjà fait des progrès significatifs dans Vegas Valley, mais Valhalla semblait pouvoir devenir quelque chose d'encore plus grand. Rick s'est convaincu que si la nouvelle réduction était payante, elle pourrait complètement transformer la saison.
Il a parlé de la nécessité d'atteindre le salaire rapidement. Il a parlé du besoin d'or. Il a parlé du travail acharné de l'équipe et de sa confiance dans le projet. Plus important encore, il pensait que Valhalla avait le potentiel pour devenir la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Aujourd'hui, au milieu des décombres de cette décision, il est impossible de ne pas remarquer l'ironie. Alors qu'il passait 2 mois à poursuivre un rêve incertain au Valhalla, il aurait pu stabiliser Vegas Valley. Il aurait pu apporter du matériel supplémentaire. Il aurait pu réduire le dangereux surplomb et préparer le terrain pour l'exploitation minière. Il aurait pu produire de l'or au lieu d'extraire de l'argile. Mais les saisons minières sont souvent définies par un seul choix. Rick a choisi Valhalla. Valhalla a échoué. Et maintenant, avec l'hiver qui approche et l'horloge qui tourne plus vite que jamais, le seul chemin qui reste mène au terrain même qu'il a quitté il y a 7 semaines. Les calculs à l'époque étaient différents. Valhalla était un gain potentiel plus important. Vegas Valley était une quantité connue mais contenue. Il a quitté Vegas Valley et a parié la saison sur Valhalla, le pari qui a fait sauter la banque. Avant d'entrer dans Valhalla, Rick a expliqué directement à Bailey et au reste de l'équipage ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas de bonus en or. Il ne s'agissait pas d'atteindre un chiffre pour la saison. Si Valhalla ne payait pas cela, pourrait signifier la fin de l'entreprise. Il l'a exposé à l'équipage en termes simples. S'il faisait cela, il ne risquait pas seulement les bonus en or ou la part individuelle de l'or de quiconque. Il risquait la fin de l'entreprise. Il connaissait le risque. Il l'a quand même pris. Et maintenant, le résultat est devant lui. 20 pieds d'argile. Pas le temps. Rien à montrer pour 60 jours de travail à part une fosse et un chéquier qui ne survivra pas à un nouvel échec. Rick l'a présenté à l'équipage. Ils n'avaient plus le choix désormais. Ils ont dû retourner à Vegas Valley. Le salaire était bon. Ils savaient qu'il y avait beaucoup d'or. Il y avait encore beaucoup de travail à faire pour le sécuriser. La terre payante est exposée au bas de cette coupe. Il connaît les chiffres de l'année dernière. S'il parvient à stabiliser le mur et à exploiter ce terrain pendant ne serait-ce que quelques semaines, il peut sortir la saison du feu. L'argent de réserve a disparu. Le budget d'urgence a été avalé par Valhalla. Si Vegas Valley ne fonctionne pas, Rick est fini. Les plus gros équipements sont toujours en location. Le 700 est garé. Les bulldozers sont garés. Les réservoirs de carburant sont toujours remplis depuis l'opération Valhalla. Les stations de lavage sont toujours installées en amont de là où elles fonctionnaient l'année dernière. Rick n'a pas besoin de reconstruire l'entreprise à partir de zéro. Il lui suffit de revenir dans une coupure dans laquelle il se trouvait déjà il y a 7 semaines et cette fois de faire tenir le mur. Il donne l'ordre à Bailey. Ramener l'équipement à Vegas Valley. L'offre sur la table. Tony Beats lui a fait une offre. Le montant en dollars n'a pas été rendu public, mais Rick a admis devant la caméra qu'il s'agissait d'une offre sérieuse. De l'argent réel pour tout le terrain. Le genre d'offre qui permettrait à Rick de quitter le Yukon avec sa chemise sur le dos. Rick l'a décrit dans l'émission. Tony Beats est venu au bail et lui a fait une offre sur le terrain pour tout acheter, et c'était une très bonne offre. Cela commençait à ressembler à la chose la plus intelligente qu'il pouvait faire. Il a refusé, mais rien n'a été définitivement écarté. Ce n'est pas le langage d'un homme qui planifie sa prochaine grande saison. C'est le langage d'un homme qui a commencé à imaginer à quoi ressemble la vie après l'exploitation minière. Tony Beats est venu ici et il m'a fait une offre sur ce terrain pour tout acheter et c'est une très bonne offre. Cela commençait à ressembler à la chose la plus intelligente que je pouvais faire et je l'ai refusé, mais rien n'est définitivement exclu. Un homme qui a fait le calcul et s'est rendu compte qu'une vente au sommet d'un marché de l'or élevé pourrait lui laisser bien plus que se contenter d'une année supplémentaire et voir ses économies disparaître lors de la prochaine mauvaise coupe. Tony dirige déjà la plus grande exploitation de placés au Yukon et pourrait mettre le terrain de Rick en production immédiatement si la transaction était conclue. L'offre ne resterait pas éternellement sur la table. Tony a sa propre saison à courir. Si Rick ne bouge pas, Tony continue sans. Et chaque semaine que Rick passe à combattre Vegas Valley est une semaine où l'offre devient plus douce, est retirée ou est égalée par quelqu'un d'autre. L'allusion de Parker au chantier suggère que d'autres acheteurs pourraient être intéressés si le bon terrain se présentait. Rick est assis au bon sol. Tony n'est pas le seul à tourner en rond. Rick s'est arrêté chez Parker Schnabel à la recherche d'une pièce d'équipement et la conversation qui a découlé de cette visite pourrait finir par être plus importante que le saut avec lequel il est rentré chez lui. La route vers Hunker Creek. Rick prend l'autoroute en direction de la sortie de Hunker Creek.
La route mène à certaines des plus grandes mines d'or du Klondike. Il n'est venu chez Parker qu'une seule fois auparavant. Il l'a dit lui-même. Il a vu beaucoup de gens aller et venir au cours de son mandat et peu de gens restent. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à rester 13 ans. Il passe devant des tas de ferraille et des dépôts d'équipements pendant qu'il roule. Pelles démontées, anciens composants de l'installation de lavage, section de flèches de rechange, la vallée entière est un cimetière d'équipements miniers qui n'ont pas survécu. La plupart des opérateurs ne dépassent pas leur 5e saison. Rick est toujours là. Il quitte l'autoroute à la sortie de Honker Creek. De l'argent à dépenser ici à première vue. Vie de vanité. Le panneau à la porte indique simplement bureau. Il le suit, dans les opérations de Parker. Rick s'est rendu au magasin de Parker à la recherche d'un godet à épingler pour l'appel 460. C'était la seule machine dont il disposait pour creuser le dangereux surplomb de Vegas Valley. Il quitta Honker Creek en direction de certaines des plus grandes mines d'or du Klondike, trouva l'enseigne du bureau à la porte et s'arrêta. Ce qu'il a découvert à son arrivée sur place, c'est une vision de ce à quoi ressemble l'exploitation minière quand on a réellement de l'argent. Un tout nouveau D11 posé dans la cour. Numéro 5 de la flotte de Parker. Fraîchement débarqué du camion, 4 installations de lavage fonctionnent à pleine capacité. Rick avait traversé le Klondike en voiture juste pour trouver un seau usagé qu'il pouvait se permettre. Parker achetait des bulldozers D11 flambant neufs comme s'il s'agissait de pièces de rechange. Parker rencontre Rick au bureau avec son chien Bosco à ses trousses. Poignée de main rapide, bonjour facile. Combien de plantes de lavage? 4. Surtout avec la hausse des prix de l'or, cela est devenu un projet d'éclusage beaucoup plus important. Il suffit donc de faire fonctionner les usines de lavage. Rick jette un œil au D11 et dit à Parker que c'est cool. Parker dit qu'avec la hausse des prix de l'or, l'exploitation s'est transformée en un projet d'éclusage, beaucoup plus important. C'est pourquoi il a besoin de 4 usines de lavage en fonctionnement. Rick se promène dans la cour avec Parker. Ils échangent les blagues sèches que les mineurs échangent lorsqu'ils dorment tous les deux trop peu. Parker montre du doigt un vieux godet 460 posé dans les herbes à moitié enfoui dans une vieille chaîne et des patins de chenilles dépouillés. Rick le regarde. Il pense que le premier que Parker lui montre est un seau Hitachi. Mauvais ajustement. Il continue de marcher. Le suivant convient. Ce n'est pas joli, mais ça fonctionnerait. Parker l'examine. Il dit qu'il demanderait normalement 10 000 $, mais il n'aime pas gérer des choses comme ça. Il annonce un prix de 5 000 $. Rick accepte sur le champ. Puis Rick détourne la conversation. Il demande à Parker s'il pense un jour à sortir. La réponse de Parker est directe. Il dit qu'il pense moins à sortir et se demande davantage quand la sortie aura lieu, quand le moment sera venu de vendre l'endroit et de s'en aller. La réponse de Rick fut immédiate. Il a dit à Parker qu'il lui achèterait la maison. Une demi-blague. Peut-être plus de la moitié, parce que si Parker envisage de vendre, Tony n'est pas le seul acheteur au Yukon. Parker, avec sa flotte de D11, ses 4 usines de lavage et ses revenus croissants grâce à la flambée du prix de l'or, serait un acheteur qui pourrait payer ce que vaut réellement le terrain. Parker repousse le timing. Le seul autre concurrent est Tony, et Tony ne lui paiera pas ce que ça vaut. Rick dit que ce serait un mauvais moment pour vendre. Parker n'est pas d'accord. Lorsque les prix de l'or sont élevés, c'est le moment de le faire. Rick comprend cela. Il dit « D'accord, réfléchis-y. Les prix de l'or sont suffisamment élevés pour que le terrain de Rick ait plus de valeur que jamais pour un acheteur. » C'est exactement pourquoi Tony revient sans cesse. Rick termine la visite. Parker a des choses sur lesquelles revenir. Rick a quelques heures de conduite devant lui et un godet à monter sur un 460. Il remercie Parker pour l'accord. Parker dit pas de souci. Rick s'éloigne du jardin de Parker avec le seau battu attaché à l'arrière du camion et une question beaucoup plus lourde dans la tête. Le godet va sur le 460. De retour au chantier, l'équipage place le nouveau godet sur le 460. La connexion à goupille doit être propre. Le mécanicien vérifie les plaques d'usure, le tranchant et les couteaux latéraux. Les dents sont usées mais pas cassées. Le seau est une vraie pêche, le genre de chose qui a passé quelques saisons dans la terre et qui en regarde chaque minute. Il résistera à quelques semaines de travaux sur le pergélisol. C'est tout ce dont Rick a besoin. Le 460 démarre et Rick effectue les mouvements du boom. Balancez-vous à gauche, balancez-vous à droite. Courbez le seau. Laissez tomber le bâton. Tout bouge comme il se doit.
Le système hydraulique maintient la pression. Le train de roulement roule droit. Les nouvelles goupilles du godet se verrouillent proprement. Rick enlève la machine de la remorque et la conduit jusqu'à Vegas Valley. Il conduit lui-même la 460 sur la route d'accès. C'est probablement vraiment nul d'être dans ce 460 en ce moment, pas dans un 700. Je ne sais même pas comment je vais faire en sorte que cela fonctionne, mais c'est ce que je vais faire. Faites des allers-retours 1 million de fois. La coupure apparaît alors qu'il franchit le dernier virage. Le surplomb est toujours là, toujours sombre et gelé sous le soleil. Le 700 est garé en bas, là où Bailey l'a laissé. Les camions de roche sont stationnés au niveau de la route d'accès. Chauffeur dans les taxis au ralenti. Tout le monde attend que Rick mette les 460 pouces à couper et commence les travaux. Maintenant, il a une machine qui fonctionne. Il a maintenant un problème à résoudre. La course pour stabiliser Vegas Valley. De retour à Vegas Valley, le plan est simple à décrire et brutal à exécuter. Bailey amène le 700 au bas de la coupe et élargit le côté éloigné, ouvrant ainsi suffisamment d'espace pour que les camions de roche puissent commencer le transport. Rick montait dans le 460 et s'attaque au surplomb de pergélisol à l'entrée. Le 460 n'est pas la bonne machine pour ce travail. Le 700 est plus grand, plus lourd et a la portée nécessaire pour ronger efficacement le sol gelé. Rick est coincé dans la petite excavatrice avec un vieux seau fatigué qu'il décrit comme étant maintenu par l'espoir. Il n'y a pas de bulldozer sur place, pas de ripper, pas de secours. Juste Rick le 460 et le seau qu'il a acheté à Parker pour 5 000 $. Rick montait dans le taxi. Il appelle Bailey par radio pour vérifier. Il dit à Bailey que c'est vraiment nul d'être dans le 460 en ce moment au lieu du 700. Il ne sait pas comment il va faire en sorte que cela fonctionne, mais c'est ce qu'il va faire. Faites des allers-retours 1 million de fois. Il fait sortir le boom. Le seau mord le visage gelé, les dents grattent et se bloquent. Rick libère le seau et réessaye. Le 460 parcourt la zone de travail extrayant le matériau, une pelle inadéquate à la fois. Le pergélisol ne se détruit pas. Il se détache en dalles qui doivent être musclées avant le prochain swing. Le reste de l'équipage est en scène et attend. Les chauffeurs des camions de roche sont assis dans leur cabine au bord de la route d'accès, prêts à commencer le transport dès que le fond sera suffisamment large. Les opérateurs des stations de lavage sont en amont, installation réglée, trémie vide, conduite d'eau sous pression. Personne ne déplace encore d'or. Tout le monde attend que Rick et Bailey terminent les préparatifs. Rick raconte le travail au fur et à mesure. C'est plus dur que l'enfer. Ils n'ont pas de bulldozer sur place ni aucune sorte de ripper pour éliminer le pergélisol. Tout ce qu'il a, c'est le 460 et ce gros vieux seau qui tient ensemble. Il ne peut pas en pleurer. Il ne peut pas ne pas le faire. Il lui suffit de le faire. Ensuite, la coupe se déplace. Un craquement brusque au-dessus du seau. Rick gèle le boom à mi-arc. Qu'est-ce que c'était que ça? Pendant une longue seconde, il croit que tout le mur s'effondre sur la 460. Elle tient. Rick recule la flèche, pose le godet sur le sol de la coupe et sort de la cabine pour regarder. Un morceau de surplomb gelé s'est détaché le long d'une ligne de jointure et est tombé dans la zone de travail. Aucune machine touchée, aucune blessure. Rick remonte dans la cabine et continue de creuser. Il travaille sur le 460 jusqu'à la fin du quart de travail. Il arrête la machine, termine la montée et monte dans son camion. « Tu m'entends, Rick ? » ?»« Ouais, vas-y. C'est probablement vraiment nul d'être dans ce 460 en ce moment, pas dans un 700. Je ne sais même pas comment je vais faire en sorte que cela fonctionne, mais c'est ce que je vais faire. Faites des allers-retours 1 million de fois. Demain, il est de retour dans le taxi. À première vue, il n'y a pas d'autre plan. Rick va mettre fin à ce surplomb ou la saison le terminera. Jour après jour, Rick remet la 460 dans le même arc dangereux. Chaque passage prend plus de temps que prévu. Chaque cuillère tire moins qu'elle ne le devrait. Bailey fait rouler le 700 en bas, élargissant la coupe, surveillant le surplomb à chaque fois que le seau de Rick mord dedans. Le travail de Bailey représente l'autre moitié du travail. Le fond de Vegas Valley est trop étroit pour que les camions de roche puissent manœuvrer. Le 700 doit repousser le mur du fond et construire un banc suffisamment large pour que les camions puissent se balancer, se charger et se retourner. Chaque cour ouverte par Bailey en bas est une cour que les camions peuvent utiliser pour transporter plus rapidement. Bailey travaille les balançoires en arc de 700 pouces de long.
Il laisse tomber le seau contre la face opposée, décolle le matériau vers le sol, pivote et déverse. La coupe s'élargit d'un coup à la fois. Au-dessus de lui, Rick abaisse le surplomb. En dessous de lui, Bailey construit l'étage qui déplacera l'or. La zone de travail devient plus propre qu'art de travail à la fois. Le surplomb qui pendait au-dessus de l'entrée se rétrécit. La face du mur se redresse. Le soleil d'été continue de faire fondre davantage de pergélisol et Rick continue de l'abattre avant qu'il ne puisse tomber tout seul. 5 jours après le début des travaux, Rick récupère le dernier surplomb. Il pose le godet et ferme la flèche. Il sort du taxi et lève les yeux vers le mur. Le visage est droit. La gueule de bois est partie. La lumière estivale frappe proprement le banc pour la première fois depuis 7 semaines. Il touche la radio. Rick passe à la radio et dit à Bailey qu'il se sent beaucoup mieux face à ce surplomb. Il a tout retiré et si Bailey continue comme il le fait actuellement, ils seront en affaires. Rick éloigne le 460 du mur. Bailey fait fonctionner le 700 en bas. La coupure est ouverte. La prochaine étape appartient aux camions à pierre et aux installations de lavage. Que se passe-t-il maintenant ? La vallée de Vegas est ouverte, la saleté des salaires est exposée. Bailey a le 700 qui élargit le fond. Les camions à pierre sont montés et les installations de lavage sont prêtes. Rick a environ 4 à 6 semaines de course avant que le gel ne bloque la saison. Les lavoirs commenceront à manger du gravier dès que le premier camion de roche traversera la route d'accès. L'écluse coule. Nettoyage. Concentré pesé et dosé. Le premier nettoyage de Vegas Valley dira à Rick tout ce qu'il doit savoir. Si les chiffres se rapprochent de ceux produits par la réduction de l'année dernière, la saison pivote. La paie continue d'évoluer. L'équipage reste pendant le gel. L'entreprise a un chemin vers l'année prochaine. Si les chiffres reviennent, Rick aura une décision différente à prendre. L'offre de Tony est sur la table. L'allusion de Parker concernant la vente de son propre terrain pourrait signifier qu'un autre acheteur arrive sur le marché. L'un ou l'autre chemin mène Rick quelque part qui ne ressemble pas à une autre saison à Vegas Valley. Nous devons payer les factures et le peu de temps qui nous reste. Et je le ressens. Je pense toujours que nous pouvons y arriver. Je sais que nous pouvons y arriver. Nous allons simplement devoir travailler plus dur que jamais. L'équipage, c'est également ce qui est en jeu. Bailey est avec Rick depuis assez longtemps pour lire les calculs sur une saison aussi mince. Les conducteurs de camions de roche peuvent voir la taille de la coupe. Tout le monde sur le bail fait le même calcul. Retirer l'or assez rapidement pour que l'entreprise continue de fonctionner ou regarder Rick se rendre à une réunion de clôture avec Tony avant que la neige ne tombe. Si l'or continue à fonctionner comme il l'a été l'année dernière, Rick peut récupérer suffisamment de saisons pour maintenir l'entreprise en vie l'année prochaine. Les 3 semaines de l'année dernière ont été extraordinaires et les salaires vous donnent rarement 2 fois les mêmes chiffres. Si Vegas Valley paye, Rick survit. Si ce n'est pas le cas, l'offre de Tony est toujours sur la table et Parker pourrait ou non devenir acheteur à l'avenir. Quoi qu'il en soit, les prochaines semaines décideront de tout. Rick l'a dit lui-même. Tony lui a fait une offre importante sur le terrain et Rick n'y a même pas pensé parce qu'il aimait la direction que prenait la saison. Mais maintenant, avec Parker faisant allusion à sa propre sortie, qui sait, l'offre de Parker pourrait être la réponse pour l'avenir. Il y a beaucoup de choses à penser. C'est ce qu'il a dans la tête. Il n'y a pas de 3e coupe en attente. Il n'y a pas de nouveaux millions de dollars à jouer. Il n'y a que le salaire au fond de Vegas Valley, le saut que Rick a acheté à Parker et l'offre posée sur la table d'un homme qui veut son terrain. La seule question est de savoir si Rick peut extraire suffisamment d'or de Vegas Valley pour que cette offre soit facile à refuser. Abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne pas manquer ce qui se passera lorsque ces camions de rock commenceront à sortir de Vegas Valley.